Alors, ah si, je n'avais pas vu. Je me dis, vous pouvez éventuellement vous rapprocher, hein, mes chers collègues. Vous voyez comme vous voulez. Merci. Alors, je vois. Ah oui, ça fait bizarre. On n'est pas habitué à voir les collaborateurs comme ça au fond. Donc, bienvenue à vous, hein, également. Donc, comme vous le savez, nous avons en ce moment 3 textes qui arrivent, dont le premier demain sur la majorité numérique. La semaine prochaine, un texte de Caroline Janvier sur les écrans et le texte de Bruno Studer sur comment, avec l'autorité parentale plutôt, sur le droit à l'image des enfants. Il nous a semblé important que la délégation aux droits des enfants puisse s'exprimer sur ces textes. Et comme les textes étaient à peu près tous ensemble, on a pensé que c'était mieux de faire une mission flash où on pouvait reprendre cette partie numérique. Mission qui a été confiée donc à Christine Loire, qui va donc nous faire un retour de son travail. Et comme vous le savez, notre réunion, à la fin, décidera de la publication ou non de ce rapport. Donc je laisse en attendant la parole à Madame Loire. Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai eu la chance de rédiger le second rapport produit par notre délégation, dont j'ai l'honneur de vous présenter les travaux aujourd'hui. Il s'agit d'une mission flash portant sur les jeunes et le numérique à l'aune des 3 propositions de loi déposées par nos collègues Laurent Marcangeli, Bruno Studer et Caroline Janvier. L'espace numérique constitue un risque pour les mineurs. C'est le constat de ces 3 propositions de loi que je partage également. La vulnérabilité des enfants les place en permanence dans des situations à risque sur Internet. S'agissant des atteintes aux droits des enfants sur Internet, le concept de vie privée se retrouve très régulièrement violé par leurs proches eux-mêmes, qui, sans se rendre compte de la gravité des faits, vont partager des photos, des vidéos d'enfants qui peuvent atteindre directement la vie privée. Leur liberté de conscience et de pensée se trouve également atteinte en raison du fonctionnement des algorithmes qui produisent des biais cognitifs et facilitent la circulation d'idéologies radicales. Les risques ne sont pas uniquement virtuels. En effet, bien souvent, les risques partent du virtuel et viennent directement impacter la vie des enfants. Internet constitue un terreau d'action pour les pédocriminels qui déploient vis-à-vis de certains enfants des stratégies de séduction et d'établissement d'un lien de confiance, notamment via les messageries des réseaux sociaux, au premier titre desquels Instagram, Facebook et Snapchat. Par ailleurs, la surexposition précoce aux écrans des mineurs génère des risques importants sur leur santé, tant mentale que physique. Addiction aux écrans, problèmes de sommeil, insatisfaction liée au niveau de la vie ou du physique, risque d'anxiété et de dépression, retard du développement des compétences cognitives et du langage, conséquences de la vision, surpoids lié à la sédentarité, résultat des usages des écrans. Les conséquences sont innombrables. Pourtant, la surexposition aux écrans se généralise, et cela dès le plus jeune âge. Les chiffres sont édifiants. 87% des enfants de 11 à 12 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux et 20% des enfants se font offrir leur premier smartphone à 10 ans. Cela touche également les plus jeunes puisque les nourrissons et enfants de 0 à 3 mois passeraient en moyenne 30 minutes par jour devant un écran. Temps porté à 50 minutes pour les 24-29 mois et à près d'1 heure pour les 30-35 mois. Le smartphone est en train de devenir le doudou de l'enfant. Sur la base de ces constats alarmants, nous avons commencé à construire un cadre législatif afin de protéger les enfants sur Internet en matière de cyberharcèlement, avec la loi Balanant, en posant des circonstances aggravantes pour certaines crises et délits jusqu'à son commis par des mineurs via Internet, en imposant un dispositif de contrôle parental d'office et en régissant les phénomènes des enfants influenceurs grâce à la loi Studer. La proposition de loi Bruno Studer vient compléter le cadre juridique s'agissant de la protection du droit à l'image et de tous les enfants. Aujourd'hui, plus de la majorité des parents français publient du contenu sur leur enfant dès la naissance, certains en tirant
des revenus dans une logique de fonds visant à basculer dans une forme d'argent facile. Nous avons souhaité éliminer les violences éducatives ordinaires par la loi du 10 juillet 2019. Or, aujourd'hui, dans les espaces numériques, ce sont bien les nouvelles formes de violences éducatives ordinaires qui se déploient et qui humilient l'image de l'enfant pour générer du clic. Le texte de notre collègue permet dans un progrès indéniable, car il est urgent de saisir sur cette question. Nous ne pouvons pas laisser prospérer une telle pratique. Néanmoins, face à leur niveau de gravité, je pense qu'il aurait été nécessaire d'affirmer que certaines publications sur Internet constituent des actes de maltraitance sanctionnés par le droit pénal et non plus se limiter à du droit civil. La proposition de loi de notre collègue Laurent Marcangeli vise quant à elle à instaurer une majorité numérique à 15 ans pour pouvoir s'inscrire sur un réseau social. Évidemment, sur le fond, je ne peux qu'être en accord avec l'idée de cette majorité numérique. Cependant, il me semble que le texte souffre de certaines insuffisances liées à son application concrète. Actuellement, l'article 45 de la loi Informatique et Liberté et l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020, qui contraint les sites pornographiques à mettre en place un contrôle à l'âge, ne sont pas respectés. Il me semble dès lors vain d'ajouter un étage à cet harcèlement législatif sans proposer de dispositifs techniques permettant d'en assurer le respect. À cet égard, je penche pour ma part en faveur de la solution proposée par la CNIL, à savoir la vérification de l'âge par l'intermédiaire d'une carte bancaire. La seconde insuffisance de ce texte a pour avis qu'il pose le principe de l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans, tout en permettant aux titulaires de l'autorité parentale d'autoriser les enfants à y déroger. L'accord du titulaire de l'autorité parentale n'autorise pas le mineur à consommer de l'alcool ou à déroger à la majorité sexuelle de la même manière. Il ne doit pas exister un tel accord en matière de majorité numérique. Si nous souhaitons être clairs dans le message que nous portons à la société. Par ailleurs, malheureusement, les questions posées par la présence des jeunes dans l'espace numérique sont des blocages et prégnantes que nous, législateurs, ne pouvons pas tous faire régir ces questions. Les propositions de loi de notre collègue Caroline Janvier posent une question cruciale, celle de la nécessité de construire une politique publique et de prévention et de la sensibilisation aux usages excessifs des écrans. Toutefois, cette proposition de loi me semble peu opérante en raison de son contenu, en partie non législative. Par ailleurs, elle relègue aux collectivités territoriales le soin d'organiser largement cette politique. Je regrette que le texte aille en ce sens dans une logique de désengagement de l'État, tout en affirmant dans le même temps que nous devons nous doter d'une politique de prévention et de sensibilisation ambitieuse. Car c'est de l'ambition dont nous avons besoin pour sensibiliser efficacement nos citoyens aux utilisations du numérique pour les jeunes. Cela suppose de former des médecins généralistes à ces questions afin de leur permettre d'inclure des préconisations liées aux usages des écrans sur leur ordonnance. Cela suppose de former des obstétriciens et des gynécologues à des questions afin d'informer les parents dès le stade de la grossesse. Cela suppose de garantir un meilleur accès à la pédiatrie pour tous. La sensibilisation doit être omniprésente dans notre société pour avoir un réel impact, comme effectué précédemment pour le tabagisme ou l'alcoolisme. Protéger les enfants ne veut pas seulement dire éviter que les risques ne se matérialisent à leur égard. Toute stratégie d'évitement des risques est par essence lacunaire. Protéger les enfants sur Internet doit également signifier les éduquer au numérique afin de permettre leur autonomisation et leur responsabilisation à ces enjeux. À cet égard, il est urgent de réfléchir à la mise en place dans les établissements scolaires de cours de citoyenneté numérique. Le sujet de fond est celui d'une révolution anthropologique dont il faut se saisir sous tous les aspects et dont les pouvoirs publics doivent mesurer rapidement les conséquences afin de limiter les incohérences et d'éviter les transformations des enfants en enfants écrans, selon les termes utilisés par les pédopsychiatres. Ces questions ne peuvent, et je le regrette, se limiter à un examen rapide au sein d'une mission flash. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure.
Est-ce que des collègues veulent intervenir? Oh, pardon. Merci, Madame la Présidente, pour vous remercier pour votre travail. S'agissant de la pénalisation de la diffusion d'images d'enfants, c'est vrai que dans certains cas, en fait, cette pénalisation, elle est déjà possible. Après, le débat qu'il y a eu, et moi j'étais moi-même sur une position au départ de pourquoi pas aller sur le code pénal concernant la diffusion excessive, mais la caractérisation d'une potentielle nouvelle infraction, effectivement, m'a fait préférer, Madame la rapporteure, le travail sur le code civil. Et puis, il faut se dire les choses. Sur ce problème-là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la loi sur les enfants influenceurs. C'est pour ça que j'espère que, parce que chaque occasion qui me permet de préciser ma pensée et l'esprit du législateur qui était le mien lorsque j'ai travaillé sur cette proposition de loi qui sera examinée lundi, c'est vraiment se dire que dans les cas les plus graves, se faire retirer effectivement l'attribut de l'autorité parentale, droit à l'image, j'espère qu'on fera réfléchir plus d'un qui échappe à la fois au cadre pénal qui existe, à la fois au cadre légal des enfants influenceurs, parce qu'il n'y a pas forcément de relation de travail ou parce que l'enfant n'est pas l'objet principal de la vidéo, et que tous les travaux qui vont dans ce sens-là, je pense, participent à cette campagne de sensibilisation à ce sujet dont on est régulièrement les demandeurs. Donc, moi, je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à ma proposition de loi. Et simplement, voilà, c'était pour moi l'occasion d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix de ne pas aller sur le pénal, en espérant que, effectivement, sur ce sujet-là, on arrive à progresser encore une fois sur un sujet que nous découvrons en fait, au fur et à mesure, avec lequel nous n'avons pas, nous, grandi, donc avec lequel nous essayons de donner bruit comme nous le pouvons. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos propos sur ma proposition de loi et j'espère que nous aurons l'occasion de l'améliorer encore, même si je reste sur ma position de ne pas aller sur le pénal. Madame la rapporteure. Oui, effectivement, votre proposition, il n'y a aucun problème. Je suis à 200% avec votre proposition. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle porte ouverte et à nous de nous engouffrer pour trouver les meilleures solutions parce que je pense qu'on peut travailler ensemble et trouver des solutions parce que, oui, effectivement, nos enfants aujourd'hui sont vraiment en danger. Donc, il faut vraiment agir et agir vite. Monsieur Portier. Merci, pour cette restitution. Je vous rejoins évidemment sur le fait qu'une mission flash ne permet pas d'aller aussi loin qu'on le voudrait, d'avoir une réflexion aussi poussée qu'il le faudrait sur les sujets qui nous réunissent. Mais je trouve que l'initiative d'avoir cette vision rapprochée sur trois propositions nous permet quand même d'essayer de prendre un pas de recul qui est nécessaire et de hauteur parce qu'on voit se multiplier depuis plusieurs années un certain nombre de dispositions autour de l'enfance, autour de la jeunesse, qui sont toutes nécessaires, qui partent toutes de bonnes intentions. Mais après, il faut arriver à garder de la cohérence, qui est jamais évident et jamais facile. Le plus dur étant sans doute de ne pas céder à l'immédiateté, à l'urgence, à l'affaire du moment, pour essayer de garder, en tant que législateur, évidemment, du sens. Les problématiques qui sont soulevées par les trois propositions de loi, je crois, remontent à un facteur qui est à la fin central, à savoir le regard de l'adulte sur l'usage du numérique par les enfants. C'est vraiment ça la question, c'est est-ce qu'on mesure bien ce qui se passe. Vous parliez de défis anthropologiques, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord sur un point qui est que à la fois le regard des adultes et les dispositions législatives ne sont pas suffisantes pour y faire face. On est très éloigné de ce qui serait nécessaire. On sera sans doute toujours en retard par rapport à la technologie. C'est le sens malheureusement de l'histoire. On a besoin d'une prise de conscience collective, mais aussi de moyens. C'est ma première question, c'est est-ce que, d'après vous, je pose vraiment la question de manière très ouverte, mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions aujourd'hui? Parce que nous, évidemment, on est tenté de mettre un certain nombre d'obligations, de contraintes. Est-ce qu'on aura les moyens derrière, au vu de ce que vous avez pu réfléchir ces dernières semaines sur ce sujet, de faire appliquer tout simplement ces dispositions, des moyens humains, des moyens financiers. Il faut encore que l'État soit capable de répondre présent sur tout ça, pas seulement dans la prévention, mais aussi dans l'accompagnement et parfois la répression. Et de manière plus générale,
est-ce que la loi n'est pas trop faible, trop laxiste à l'égard des grands opérateurs du numérique sans lesquels, il faut se le dire, on peut à peu près rien faire à la fin. C'est bien à eux qu'on devrait imposer des choses, faute de quoi on est tout simplement incapable de faire exister la notion de droit privé de l'enfant, par exemple, le droit à la vie privée de l'enfant. Toutes nos discussions sont artificielles si on n'a pas à un moment donné la volonté, je crois, de leur tordre le bras, en tout cas de l'assumer. Voilà. Oui, effectivement, la CNIL est entièrement d'accord avec vous à ce sujet-là. Pour eux, c'est plutôt à Instagram, à Facebook de se mettre au pas et non pas aux législateurs de trouver une solution. Donc pour l'instant, je pense que c'est à nous de prendre les décisions et de ne pas attendre justement que ce soit les réseaux sociaux eux-mêmes qui trouvent la solution, parce que sinon ça n'avancera pas. Sinon, au niveau... pour protéger les enfants, en fait, je pense qu'on peut passer par de la publicité, en fait. On a fait tout ce qui était publicité flash pour l'alcoolémie. Ça a très bien marché. Je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc, en montrant aux parents les méfaits des réseaux sociaux sur les enfants, je pense qu'on pourrait peut-être arriver à faire quelque chose. Et par petit atelier au niveau des classes, là, on est sûr de toucher vraiment tous les enfants. Donc je pense que là, oui, il ne faut pas énormément de formation, de budget. C'est des choses qui sont faisables. On a bien fait tout ce qui était prévention, sécurité routière à l'école. Pourquoi pas faire prévention, sécurité, réseaux sociaux à l'école? Après, il faut former, mais en fait, oui, c'est aujourd'hui, dans le carnet de santé, vous avez un tout petit encadré qui vous dit les méfaits des écrans sur les enfants. Mais c'est trop petit et c'est mélangé parmi plein d'autres informations. Donc, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être insérer dans le cursus des professionnels une formation courte, mais une réelle information sur les méfaits de la télévision, des réseaux sur les enfants. Je pense que ça devrait aller sans énormément de budget. Moi, si je vais me permettre, parce que pour moi, je ne vois pas, sauf s'il y en a qui veulent reprendre après, hein, mais effectivement, pour la loi de 2020 qui normalement demande aux opérateurs de vérifier l'âge pour l'accès aux sites pornographiques, n'est pas encore appliquée. Toutefois, si on ne l'avait pas voté, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire près d'aboutir. Et c'est ça aussi qui est important. Moi aussi, je suis assez frustrée, que ce soit sur le texte de notre collègue Marc Angeli, en se disant comment... on n'a pas tout de suite les moyens de mettre ce 15 ans, mais de le mettre dans la loi. Je pense qu'à un moment, ça pousse aussi les opérateurs à trouver les solutions. Pour en avoir discuté encore récemment avec le ministre, la solution sur le porno a l'air d'avancer correctement, même si on a encore les problèmes de justice, puisqu'ils ont saisi la justice. Mais voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on puisse imprimer dans la loi, peut-être sans sanction au départ, comme les violences éducatives ordinaires, le temps que ça rentre un petit peu et qu'on fasse cette pédagogie-là, mais peut-être dans quelques années, on sera obligé d'y revenir en disant cette fois, on a peut-être laissé un peu trop de temps et il faut aller là-dessus. Donc voilà, moi, c'était pour revenir sur cette partie-là. Effectivement, il y a aussi le travail de la CNIL qui est en train d'être fait au niveau international. C'est la CNIL Irlande, surtout, qui est dessus. Donc j'espère qu'on va aboutir. Et après, moi, j'avais... voilà. Quel dispositif, vous mettez page 20 par exemple que les parents publient du contenu sur leurs enfants dont certains tirent le revenu, c'est complètement ce que disait notre collègue Bruno Studer. Est-ce que vous avez imaginé d'autres dispositifs qui permettraient la sensibilisation, l'éducation au numérique dans le cadre de votre rapport? Et puis toujours page 20, Thomas Romer de l'association Open a évoqué des dispositions pénales sur le sujet. Bon, voilà. Est-ce qu'à votre avis, il faut qu'on aille tout de suite, ce que je disais, est-ce qu'on va tout de suite sur la pénalisation ou est-ce qu'on attend un peu? Je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on échange ensemble. Enfin voilà pour ce que j'avais à dire dans un premier temps. En tout cas, merci de votre travail. Donc oui, effectivement, pour moi, il faut sensibiliser les parents parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience que de mettre des photos sur les réseaux, de leurs enfants peuvent être reprises et trafiquées. Et voilà. Donc pour moi, il faut passer réellement par la prévention. Je pense que les parents ne le font pas méchamment, ils le font par manque de connaissances.
Donc toujours prévenir. Il y a comme ça qu'on y arrivera à répéter, rabâcher constamment, démontrer. Donc comme on a vu une vidéo de parents qui jettent une lamelle de fromage sur le visage de son enfant. Oui, effectivement, ça fait rire, quoi. Ça fait rire le parent sur le coup, mais non, par la suite, c'est pas risible. Donc, en démontrant que oui, là, il fait atteinte à l'image de son enfant, en expliquant, en mettant des mots sur les choses, je pense qu'on peut y arriver. Et pour répondre à l'autre question, en ayant discuté avec la CNIL, on est tombé d'accord sur le fait qu'il faut réellement bloquer. Pour l'instant, c'est une situation alternative, mais par le biais de la carte bancaire, je trouve que c'est une bonne idée. Vas-y. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour vos travaux. Juste, si vous pouvez nous rappeler exactement qu'est-ce que vous avez identifié peut-être en matière de mesures éducatives ou de prévention par rapport à ce qui pourrait... comment on pourrait effectivement déjà préparer cette majorité numérique et cette lutte contre la haine en ligne par des mesures peut-être déjà préventives et éducatives, et comment effectivement on peut envisager déjà de préparer cet usage au numérique, parce que pour avoir discuté déjà plusieurs fois avec des responsables de réseaux sociaux, enfin en tout cas leurs représentants français, sur le sujet, notamment par exemple de l'impunité en ligne, etc., face à la haine, leur réponse ultime est toujours la même, c'est que personne ne vous a obligé à être sur notre réseau. Si vous n'êtes pas content d'y être, vous pouvez aller ailleurs ou ne pas y être. Donc les enfants étant plutôt dans une logique, on va dire, ils y sont parce que les autres y sont, il y a un peu cette logique-là finalement, et que ne pas y être, c'est un marqueur social d'exclusion. Comment on peut déjà éduquer et préparer au mieux cette exposition que l'on sait qui va arriver, et comment en faire en fait finalement des usagers un petit peu plus matures et prévenus, éclairés sur l'usage potentiel du numérique. Merci. Pour moi, tout passe par l'information. Je pense qu'ils ont pas conscience en fait du méfait du numérique. C'est comme là, pourquoi je voudrais réellement la majorité numérique à 15 ans, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez certains parents qui sont en capacité de comprendre que les réseaux peuvent être très néfastes pour les enfants, mais il y a d'autres parents qui sont complètement déconnectés des réseaux et qui n'ont pas confiance. Donc, c'est pas pour restreindre l'autorité, c'est vraiment pour protéger les enfants, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir les protéger, nous. Donc, faire au moins ce qu'on peut aujourd'hui. Et oui, partir vraiment dans de l'éducation, de la formation au numérique. Je vois par exemple en élémentaire, on fait déjà tout ce qui est B2I. Alors je ne sais plus si ça s'appelle exactement encore comme ça, mais B2I, pourquoi éventuellement on ne mettrait pas justement quelques heures de formation au numérique, aux réseaux sociaux? Aujourd'hui, ça ne parle pas du tout des réseaux sociaux, donc pourquoi pas éventuellement leur mettre une petite tranche pour les former, pour les éduquer, pour leur dire, voilà, si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous portez vos photos sur les réseaux, effectivement, une personne peut s'en servir. Ou ça peut être un enfant, mais ça peut être un adulte, qu'ils aient réellement confiance qu'en face, c'est pas spécialement un camarade, c'est pas spécialement un enfant de leur âge, mais ça peut être un adulte qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que l'information, malheureusement, on n'aura pas le choix en attendant de trouver une réelle solution. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir? J'ai vu que Madame Janvier, qui a un de ses textes lundi, est arrivée. Caroline, est-ce que vous avez un commentaire, quelque chose? Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. En effet, la proposition de loi que vous avez examinée dans ce rapport et qui a été adoptée ce matin à l'unanimité en commission des affaires sociales, avant d'être examinée, vous l'avez rappelé, ce lundi en séance publique. Dans les éléments d'analyse que vous fournissez dans ce rapport, vous évoquez le fait qu'il contiendrait des éléments de niveau réglementaire. Je voulais juste préciser que ça n'est évidemment pas le cas, puisque l'objectif global de cette PPL, qui est de créer une politique ambitieuse
de prévention de santé publique formalisée par la création d'un nouveau titre dans le code de santé publique, c'est bien justement de considérer que les risques sont suffisamment avérés et importants pour justifier la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse et qui associe l'ensemble des acteurs. Vous mentionnez le rôle des départements en regrettant le fait de leur confier de nouvelles missions. Ça n'est pas le cas puisqu'ils ont déjà la mission de protection maternelle et infantile. Il s'agit uniquement de préciser que parmi ces missions de prévention, la question du numérique doit faire l'objet d'une attention particulière. Et donc voilà, l'idée globale, c'est d'utiliser tous les outils classiques d'une politique de prévention en associant les acteurs qui vont évidemment de la santé en passant par l'éducation nationale et sans oublier évidemment les collectivités, que ce soit les départements ou les maires, notamment dans la gestion des centres de loisirs qu'ils opèrent. J'avais juste une petite question vraiment de forme, puisque vous avez auditionné, je voyais évidemment les mêmes instances et acteurs que j'ai pu les faire, et notamment vous parlez de Sylvie Ozika, et à certains endroits vous la mentionnez en tant que pédopsychiatre, à d'autres comme pédiatre. La docteure Ozika que j'ai rencontrée est un pédiatre, donc j'aurais voulu avoir une petite précision là-dessus. Et puis peut-être aussi en profiter pour vous dire que ce médecin est tout à fait favorable. J'étais encore avec elle hier après-midi, avec d'ailleurs une famille qui a été, dont l'enfant a fait l'objet d'un suivi du fait d'une exposition vraiment très importante, 8-9 heures par jour pour un enfant de 15 mois. Et donc elle salue vraiment l'ensemble de cette proposition et des dispositions qu'elle contient. Je vous remercie. Excusez-nous, c'est juste une erreur rédactionnelle. Donc voilà. Effectivement, par contre, au niveau du carnet de santé, je trouve que si vous voulez publier quelque chose au niveau du carnet de santé, il faut vraiment que ça soit beaucoup plus flash, beaucoup plus pertinent que... Comment ? Si, au niveau du carnet de santé, si. Parce que là, si vous prenez un carnet de santé, c'est vraiment un tout petit encart. C'est mélangé parmi tout le reste. Si vous voulez, j'ai là une photocopie d'un carnet de santé, c'est vraiment tout mélangé. Je pense que si on veut vraiment faire quelque chose de choc, il faut vraiment mettre en première page ou en deuxième page avec une couleur, quelque chose qui attire vraiment, mais pas une information qui soit mélangée parmi toutes les autres informations. Et deuxièmement, aujourd'hui, oui, effectivement, quand on est en ville, on a des pédiatres, on a beaucoup de PMI, on peut trouver des rendez-vous. Par contre, quand on est en milieu rural, c'est très compliqué. Donc, tout le monde n'a pas la même chance aujourd'hui. Tout le monde, en milieu rural, malheureusement, votre enfant, s'il va voir le pédiatre, c'est qu'il a beaucoup de chance. Donc, c'est pour donner la même chance à tous. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour vous répondre très rapidement, sur le premier point, vous évoquez le carnet de santé que je ne mentionne pas dans ma proposition de loi. J'évoque le carnet de grossesse. Et par ailleurs, après un certain nombre de débats, j'ai porté un amendement qui a été adopté ce matin, donc qui vient modifier la PPL, pour sortir les éléments rédactionnels que je proposais dans cet article et les renvoyer à un décret, comme c'est le cas d'ailleurs pour le carnet de santé. C'est un décret de 2018 qui précise les recommandations qui doivent y figurer. Et sur votre deuxième point, sur la nécessité de former, et c'est bien ce que je propose d'ailleurs dans mon article 1, les professionnels et pas uniquement les pédiatres. En effet, en milieu rural, mais pas seulement, bien souvent, les rendez-vous médicaux obligatoires, les 20 rendez-vous médicaux obligatoires pour les enfants, sont faits effectivement de plus en plus par les médecins généralistes. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je propose de former l'ensemble des professionnels de santé, mais pas seulement, également les professionnels de la petite enfance et de l'éducation nationale. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Madame Pasquini, Madame Ranc, non, c'est tout bon ? Mais est-ce que vous avez autre chose à dire ? Sinon, je vous propose donc de voter si vous souhaitez qu'on diffuse ou pas ce rapport de mission flash. Est-ce que j'ai des collègues qui sont contre la publication ? Des collègues qui s'abstiennent ? Donc, je vous remercie pour votre travail. Et puis donc, ce rapport sera diffusé. Et en tout cas, moi, je remercie, j'allais dire, les trois rapporteurs, les trois
protagonistes de ces 3 textes qui, en plus, voilà, passent dans une séquence assez rapprochée et qui voilà, donnent, comme M. Portier l'a dit, avec cette mission flash, une cohérence qui me paraît importante. Donc merci, j'allais dire, à Madame la rapporteure pour sa mission, mais aussi aux 3 personnes qui ont déposé ces PPS, c'est-à-dire Bruno Studer, Caroline Janvier et Laurent Marcangeli. Merci à vous. Et je ne sais plus quand est-ce qu'a lieu la prochaine. C'est le 15 mars, entre 13h30 et 15h, le créneau qu'on avait normalement réservé pour les auditions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne journée.